Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Enfin, Jérémy et moi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, CAM chez WatchGuard. Pour commencer, en fait, ce webinaire, donc comme vous avez sûrement l'habitude pour certains, vous avez un encart où vous pouvez poser vos questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. En tout cas, Jérémy s'en occupera. Et si une réponse est restée en suspens, c'est qu'on y répondra sûrement un peu plus tard dans le déroulé du webinaire. Mais en tout cas, voilà, vous inquiétez pas, on essayera de répondre à toutes vos questions. Donc, commençons ce webinaire. On va commencer tout simple, par une question simple, en fait. Comment protégez-vous en fait vos clients aujourd'hui? Donc, la plupart de vos clients sont déjà équipés, enfin je l'espère, hein, en firewall, en EDR, MFA et parfois de protection de Wi-Fi. Donc, pour être honnête, je pense que vous avez fait quand même le bon choix en proposant des produits WatchGuard, mais il faut reconnaître que ces outils font quand même bien leur travail, c'est vrai, mais il y a une réalité aussi qu'on ne peut pas forcément ignorer, c'est que ces outils, en fait, font ce qu'on leur demande et souvent, ils alertent. Et ensuite, ces outils attendent souvent, en fait, une action humaine et souvent, il n'y a personne qui réagit. C'est là que le problème, en fait, finalement, commence, car 60% des violations de données ont lieu en dehors des heures ouvrées. Ça, on ne nous l'apprend pas, hein, tout ce qui est la nuit, le week-end ou pendant les congés dans les PME. En tout cas, quand il y a souvent aucune surveillance et ressources internes pour agir. Et c'est là qu'en fait, finalement, WatchGuard MDR entre en jeu. Et il ne s'agit pas d'un produit, mais bien d'un service de cybersécurité. C'est basé sur les produits finalement que vos clients ont déjà. Et c'est une réponse directe à un besoin finalement critique. Même si finalement les firewalls ou le DR de WatchGuard bloquent déjà automatiquement en fait finalement de nombreuses menaces, certaines attaques en fait elles finalement passent sous les radars. Et, et même si tout produit peut être puissant sur le marché, ça ne remplace pas forcément l'intervention humaine. Et donc, l'idée du SOC WatchGuard, c'est d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24 et finalement 7 jours sur 7 qui va surveiller en permanence les produits et s'assurer qu'ils font bien bloquer ce qu'ils étaient censés bloquer et surtout pouvoir en fait réagir à des événements qui passent en dehors des radars et de la détection automatique. Et c'est là où finalement le MDR WatchGuard, c'est donc plus qu'une, on va dire, sécurité proactive. On est plutôt sur une défense active en continu, humaine et automatisée. Voilà, je laisse place Jérémy. Pardon, il faut que je me démute, je découvre un petit peu l'informatique, pardon. Comme le disait Mélanie, avant de parler de MDR et de SOC, il faut parler de produits. Les produits, par essence, aujourd'hui, on va évoquer le sujet du XDR qui viendra de toute façon alimenter les solutions, mais la problématique initiale reste toujours la même. C'est que dans de très nombreux cas de figure, on garde un fonctionnement en silo des produits qui fait que les produits ne communiquant pas entre eux, même cette étape de détection automatisée, donc préliminaire, hein, tout ce qui est automatisable, je n'ai pas dit automatisé, hein, tout ce qui est automatisable, on peut avoir encore aujourd'hui un décalage important. On sait qu'un certain nombre de clients peuvent avoir un firewall d'une marque et un EDR d'une autre marque, sans rien entre les deux pour les faire communiquer. Et ça crée simplement une zone d'ombre, si je puis dire, qui fait que de nombreuses attaques ne sont pas détectables parce que certaines composantes de l'attaque peuvent échapper à votre firewall, à votre EDR, à votre MFA, à vos sons de réseau, peu importe la technologie de sécurité qui est utilisée. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, avant toute chose, consolider l'usage de ces produits, faire disparaître ces barrières pour que la détection puisse se faire entre de multiples produits. On va voir, hein, j'ai un petit exemple pour vous un petit peu plus tard. Et
et faire en sorte que la réponse aussi puisse être apportée de façon transversale et sur de multiples produits. Et cette notion de silo, elle est un frein quotidien dans la cyberdéfense. C'est pour ça qu'on parle de XDR. Et elle serait également un frein dans ce sujet du SOC, puisque on va le voir, hein, plus j'alimente mon SOC en données, comme pour mon XDR, et plus celui-ci va être capable de travailler en profondeur. J'ai un problème de clic. Du coup, ce service de SOC, il va être centralisé aujourd'hui, à une exception près, sur les services de sécurité WatchGuard. Il y a déjà suffisamment à faire. Donc, on va pouvoir utiliser les produits que vous connaissez déjà, hein, EDR, MFA, le FireCloud arrive, hein, c'est prévu pour ce mois-ci, on est au mois de décembre, et puis les produits réseau, donc Firewall, NDR et encore une fois Firewall as a Service, et puis également la protection des services cloud. Et donc l'idée, c'est que ces produits WatchGuard vont pouvoir être corrélés au-delà du XDR, vont pouvoir être regroupés, venir alimenter la plateforme de SOC pour que le service de MDR, le service de Managed Detection and Response, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisse être alimenté avec tous ces signaux et que l'IA puisse corréler les données, nettoyer ces données, on va le voir juste après, de façon à réduire le bruit de fond et que l'humain, puisque c'est un service qui est centré sur l'humain, puisse se concentrer sur l'aspect créatif de ce travail et pouvoir se concentrer sur les éléments qui ont une vraie valeur et pas perdre de temps. On va voir que le sujet du temps est un élément fondamental. Mélanie ? Et oui, moi aussi, j'ai quelques petits problèmes de clic. L'IA, plus l'humain, comment finalement notre SOC fonctionne, ou le SOC même en général peut fonctionner. On peut commencer par finalement, on sait très bien qu'une seule machine aujourd'hui peut générer plus d'1 million d'événements par jour. Et il faut imaginer de se dire que tout ça, c'est impossible finalement de pouvoir réagir à chacun de ces événements. Et c'est là finalement que le SOC entre en jeu. En réalité, le SOC, c'est simple, mais devenu finalement essentiel, parce que chaque jour, nos produits collectent donc des millions de données, ces activités de machine, des programmes, les utilisateurs et autres. Donc, c'est chaque donnée en fait issue de cet environnement client, que ce soit l'endpoint, le cloud, le réseau, les identités et tout, alimente notre détection en fait basée sur l'IA. Et notre IA corrèle en fait les signaux pour comprendre le comportement en fait finalement global, en attribue un score de confiance dans chaque décision. Et donc, ces signaux faibles qui sont filtrés, les événements à forte probabilité sont envoyés aux analystes pour une validation finalement humaine. On se rend compte que l'humain est toujours important à lier avec l'IA. Et cela réduit en fait considérablement les bruits d'alerte pour que nos analystes en fait se concentrent uniquement sur des événements réels et significatifs. Parce que voilà, on sait très bien qu'une attaque ne commence jamais genre en mode gros boom. Elle démarre souvent. J'aime bien prendre l'exemple du cambrioleur dans les films. C'est silencieux, c'est discret, ça avance pas à pas, on essaie de ne pas faire de bruit. Et en fait, ces micros-événements pourraient passer inaperçus, mais grâce à l'IA, en fait, on les met en lumière pour qu'un humain puisse l'analyser. Et donc, nos cyber analystes. Et quand les menaces, en fait, sont les menaces confinées, donc la phase de confinement démarre immédiatement, ce qui fait que ça fait isolation d'un endpoint, blocage d'une IP ou d'un domaine, désactivation d'un compte ou même une révocation de session. Et chaque action, en fait, alimente le nouveau modèle de l'IA. Et ce cycle d'apprentissage en continu renforce la précision, en fait, pour le système pour tous nos clients, et renforcer tout ça via nos TAM, donc nos Technical Account Managers, qui sont ces personnes qui partagent en fait et qui font le suivi pour vous donner des recommandations vraiment concrètes et plus
pour vous expliquer finalement les rapports beaucoup plus, on va dire, lisibles, et ce qui va vous permettre, vous, de l'expliquer à vos clients, finalement, comment le SOC s'améliore et se renforce avec le temps. Et donc, finalement, tout ça combiné ensemble, dans ce petit cycle vertueux, l'IA et l'humain, et ben, ça crée finalement une sécurité proactive et toujours plus efficace. Donc, on va dire que cette slide-là, le MDR change la donne, résume un peu ce qu'on s'est déjà dit, c'est qu'en coulisses, le SOC orchestre tout avec l'IA qui filtre, les analyses qui valident. Ensemble, il transforme ces millions d'événements finalement en décisions assez rapides et précises. Vos clients ont déjà donc les outils, les EDR, Firewall, MFA, et donc même de l'XDR. Et ces outils sont indispensables, isolés, les XDR qui nous permet de corréler. Ils réagissent en fait avec ce qu'ils connaissent. Et c'est là que le MDR en fait change la donne. C'est que il faut imaginer que vos produits est un peu comme un détecteur de fumée. Ça déclenche l'alarme quand il y a de la fumée, mais qui va éteindre finalement tout ça, et ce n'est pas les produits qui vont pouvoir l'éteindre, mais le MDR va agir un peu comme le pompier qui va intervenir même à 2 heures du matin pour contenir en fait finalement l'incident avant qu'il ne se propage. Et avec le MDR de WatchGuard, tous ces éléments en fait sont orchestrés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le SOC. Et donc, vos clients en fait, bénéficient d'une protection en continu sur tous les périmètres, endpoint, réseau, identité, cloud, Wi-Fi. Et donc, ces produits isolés à une sécurité proactive et intelligente, donc le MDR, SOC, c'est la garantie finalement d'une réponse en temps réel, on va dire jour et nuit, et c'est ce qui fait finalement toute la différence. Alors, à ce stade, vous pourriez poser une question. Je suis surpris, je ne la vois pas arriver. Donc, on va en reparler probablement un peu plus tard. Mais la question que j'attendais, c'est, mais du coup, là-dedans, nous, on fait quoi? Eh ben, on va voir que vous n'allez pas faire grand-chose. On va s'en occuper pour vous. Sur le principe, comment ça marche? Alors, on va prendre un petit exemple tout bête pour bien comprendre le déroulé des actions au sein du SOC. Après, on pourra reparler de ce que vous avez à faire ou pas. Imaginons un contexte où l'attaquant envoie un mail de phishing à un client, une future victime qui est protégée par des produits WatchGuard et par le SOC. Donc, l'utilisateur reçoit le mail de phishing, il ne fait pas attention, il clique sur le lien, le firewall laisse passer l'attaque pour une raison X ou Y, on va dire défaut de configuration, c'est le plus simple. L'utilisateur tape ses identifiants, pardon, hop, misclick. Je suis vraiment pas doué avec une souris. L'utilisateur tape ses identifiants, et puis quelques minutes plus tard, quand l'attaquant a capturé le login et le mot de passe, il va lui-même se connecter au système cloud, donc typiquement un Office 365, et c'est là que ça va commencer. C'est-à-dire que à l'étape 2, l'IA, elle, merci Bertrand de poser la question, du coup on fait quoi? On fait rien. On va y revenir. L'IA va pouvoir commencer à identifier que il y a eu des événements réseau qui ont conduit à une possible authentification, et que immédiatement après, on a une nouvelle authentification sur Office 365 qui se réalise dans un autre pays, dans un autre fuseau horaire, dans des conditions réseau complètement différentes. Et ça, c'est les premiers éléments qui vont comment dire, créer le contexte de suspicion. Donc, on va mettre un score. Le système va mettre un score sur cet enchaînement d'événements, un score de sécurité qui va être relativement élevé, parce qu'on commence à avoir un risque, et automatiquement, on va affecter cette chaîne d'événements à un analyste à l'étape 3. Mon analyste, lui, va pouvoir utiliser de multiples outils, donc certains très orientés IA et d'autres pas. Il y a tout un tas d'outils dans un SOC pour faire ce type de choses. Et mon analyste va pouvoir commencer à se pencher sur les différents éléments. Quels sont les données qui ont transité? Est-ce qu'il y a eu des pièces jointes dans les emails? Quels sont les processus suspects? Quels sont les IP utilisés à droite, à gauche, etc. etc. Et notamment
dans l'analyse de tout ça, il y aura du LLM, il y aura de l'IA, il y a plein de choses. Donc bref, mon opérateur n'est pas seul pour pouvoir accélérer. Hein. J'aime voir ça en fait comme les plus vieux d'entre vous ont connu, d'entre nous, je vais m'inclure dedans, ont connu l'homme qui valait 3 milliards. Vous savez, cet humain augmenté qui pouvait sauter du haut d'un building. Et ben en fait, mon analyste, c'est ça. L'IA va venir augmenter mon analyse de façon à lui faire gagner du temps et qu'il puisse être plus rapide. Et donc, comme mon analyste va pouvoir identifier précisément les événements qui constituent cette attaque, il va pouvoir confirmer l'attaque et déclencher, dans la plupart des cas, un playbook automatisé qui, parce que l'événement a concerné de l'Office 365 et différents composants, va pouvoir démarrer automatiquement un playbook qui contient une action dans Office 365, donc typiquement la révocation de l'accès de l'utilisateur compromis, et puis dans le même temps, une action sur Hotpoint pour venir bloquer le compte utilisateur qui potentiellement a fuité, hein, puisque le mot de passe factuellement a fuité, et dans le même temps, venir imposer au firewall et aux différentes mécaniques réseau de bloquer les IP malveillantes identifiées. Donc on a bien une analyse humaine, hein, c'est bien l'humain qui vient comprendre un certain nombre de choses qui pourraient échapper à l'IA. L'IA a permis d'accélérer ces processus et d'avoir une action beaucoup plus rapide, puisque mon analyste ne vient pas réaliser ces différentes actions manuellement, il appuie sur le panic button, entre guillemets, ce qui permet de déclencher immédiatement toutes les actions en même temps. À la fin, pour vous ou pour le client, le résultat factuellement, c'est quoi? Je vais avoir dans le portail que je vais vous montrer après, la suite de ces événements, le résultat de ces événements, le contenu des analyses, le contenu des actions et éventuellement ce dont Mélanie vous parlait, l'intervention d'un TAM, donc d'un Technical Account Manager qui va pouvoir vous accompagner. Et donc pour répondre à cette question de Bertrand, merci Bertrand d'avoir posé cette question, vous faites quoi? Vous faites rien à ce stade. Nous, on se sera occupé de l'identification, de la levée de doute, de la classification de la menace, de la réponse à incident. On aura fait le pompier, d'accord? Ce dont Mélanie vous parlait juste avant. On aura éteint l'incendie. Et après tout ça, après cette étape 6, puisque l'étape 6, c'est le learning, hein, la plateforme apprend de tout ça, ça nous permet d'ajouter des éléments de détection automatisés, donc faire en sorte que la prochaine fois, cette attaque, au lieu de mettre quelques minutes à être détectée, on puisse la bloquer en quelques secondes. Que la prochaine fois, tout ça puisse être automatisé. Et après tout ça, vous pourrez venir intervenir sur un périmètre qui nous échappe complètement, à savoir la correction éventuellement de défauts chez le client. La solution Fire Cloud est-elle une composante de la solution MDR? Pas encore, mais à partir de la semaine prochaine. Il faut que je vérifie la date précise. Revenez vers moi si c'est un point important pour vous, france@watchguard.com, et je pourrai vous confirmer ça dans la journée, vraisemblablement. Les actions que le SOC va pouvoir prendre manuellement, hein, de façon à travers une action humaine ou à travers des actions automatisées déclenchées par l'humain, elles vont dépendre des produits. Ce sont les produits de détection qui, dans ce contexte ici, auront raté l'identification de l'attaque. Hein. C'est pour ça que le MDR intervient. Le MDR intervient parce que le produit n'a pas été en capacité de bloquer, parce qu'il n'a pas vu l'attaque, parce qu'il était mal configuré, parce qu'il était en panne, parce que peu importe, il y a un milliard de raisons. Malgré tout, ce sont les produits qui vont nous permettre de répondre. Donc les agents EDR, les agents de protection endpoint, vont nous permettre d'isoler, de terminer les processus, mais surtout d'isoler les machines. C'est vraiment le cœur de l'activité. Hein. Puisque c'est ce qui va nous permettre de confiner l'incendie. On va garder l'exemple de Mélanie de tout à l'heure avec la détection de fumée et le pompier qui intervient. Ça, c'est ce qui va nous permettre de confiner à une seule machine et éviter une propagation à travers le réseau. Tout ce qui est réseau au sens large, donc on va y inclure Firebox, NDR et FireCloud quand ça va arriver, ça va permettre de bloquer des IP, bloquer des domaines malveillants, interdire des choses, et tout ça pourra être surintégré, on va dire, encore une fois, augmenté, accéléré par le XDR, puisque le XDR WatchGuard va permettre d'avoir des actions transversales sur tous les produits, et notamment sur tous les produits réseau. Le MFA va nous permettre de désactiver les comptes utilisateurs et du coup d'empêcher l'exploitation d'un mot de passe compromis, hein, puisque c'était mon exemple ici, la compromission d'un compte par l'action utilisateur. Et puis le NDR, lui, va nous permettre encore d'autres actions à travers le réseau, et notamment le blocage d'IP et le blocage de domaine.
On pourrait parler du Wi-Fi qui bloquerait des attaques, mais j'ai du mal à imaginer un contexte où l'attaquant aurait une attaque à distance et physique en même temps. Enfin, c'est un peu étrange. Bref, tous les produits vont nous servir à réagir à cet événement de sécurité. Alors, il y a une question. Dans le cadre du co-management, le DSI est informé d'un incident, si oui, comment? Eh bien, le comment, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, pour une fois, je ne vais pas répondre à cette question. Dans les faits, combien de temps ça prend pour régler tout ça? Donc, ouais, à quelle vitesse, oui, protégeons-nous vos clients? Et en fait, finalement, la question, c'est pourquoi la vitesse, elle est cruciale dans ces histoires d'attaque. Parce que lorsqu'une attaque survient, on sait très bien que chaque minute compte. Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, les systèmes présentent quand même les systèmes dits traditionnels présentent plusieurs failles, donc des vulnérabilités exploitées par des pirates avant qu'un patch ne soit appliqué, des EDR ou firewall un peu mal configurés, des temps de détection qui sont trop longs, parce qu'on est basé sur des alertes manuelles. Donc finalement, dans ces conséquences, c'est que les attaques qui sont lancées le vendredi soir peut rester actif pendant des heures, voire des jours, avant qu'on puisse réagir. Et donc, le temps moyen de réaction classique, finalement, elle est entre 45 à 60 minutes au minimum. Donc, et parfois, on sait, c'est plusieurs heures, voire jours, ou voire même mois. Et donc, avec le MDR, WatchGuard, c'est un changement radical. En fait, nous réduisons en fait tout simplement le cycle complet de la détection à l'isolation au moment du confinement et à moins de 6 minutes, grâce à l'automatisation et à l'IA. En fait, elle se fait plus ou moins sur 4 étapes. Donc, la détection et l'ouverture du dossier automatique. Les analystes, en fait, identifient l'événement en temps réel et donc, il y a une création de dossier d'incident qui est faite automatiquement. On a aussi la recherche de contexte avec l'IA qui va interroger en fait la télémétrie, que ce soit les logs, les endpoints, le réseau, le cloud, etc. Donc, il y a cette corrélation de données qui se fait en quelques secondes. Donc, dans l'étape 3, on a cette investigation et nos analystes utilisent en fait des outils pour cartographier les connexions entre les systèmes, donc avec une identification assez rapide de la cause racine, comme on peut dire. Et donc, ensuite, la dernière étape fait finalement la contenir de la menace ou le confinement automatisé grâce finalement à un playbook qui va permettre, qui a été défini au préalable et qui va permettre en fait de mener les actions, que ce soit une isolation d'un endpoint affecté ou d'un blocage de processus, tout ça. Et ce qui fait que aujourd'hui, le temps moyen de réponse du MDR WatchGuard est en moyenne de 6 minutes. Donc, le comparatif qu'on peut voir à l'écran est assez simple. On a un système classique dont la détection initiale est d'à peu près de 15 à 30 minutes, une analyse de corrélation entre 20 et 30 minutes, un confinement de 10 à 15 minutes, et en temps total, on est sur du 45-60 minutes, voire plus. Et avec le MDR WatchGuard, finalement, la détection initiale, elle est en moins d'une minute. L'analyse de corrélation, elle est en quelques secondes. Le confinement, il est automatisé, donc ça ne se compte même plus en temps. Et le temps total, finalement, on se retrouve à peu près une moyenne de 6 minutes, voire moins. Et pour aller plus loin, finalement, dans ce résultat, en utilisant le MDR WatchGuard, c'est finalement l'impact business de ce que ça peut engendrer. C'est finalement une réduction drastique des dégâts, avec moins de vols, moins de destruction, un temps d'arrêt qui est, il y a moins de temps d'arrêt, pardon, qui est réduit. La continuité, elle est quand même, la continuité opérationnelle est quand même assurée. Et donc, forcément, moins de stress pour vos équipes, parce qu'on est sur des interventions assez proactives. J'en profite, je coupe la parole à Mélanie 2 secondes. J'imagine que chacun d'entre vous ici a déjà connu
malheureusement la situation dans laquelle on part le vendredi soir et puis on arrive le lundi matin et tout est en panne. En fait, il faut considérer que le temps moyen de détection dans la vie réelle, c'est un week-end. Il vous faut 2 jours pour vous rendre compte que tout a été mis en panne. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réduire ça. Et le réduire, c'est bien. Le réduire à 1 heure, c'est bien. Mais en 1 heure, il y a beaucoup de dégâts qui peuvent être faits. Hein. Si vous prenez un disque NVMe sur lequel on peut écrire à 6 gigabits par seconde, bah, ça veut dire qu'on peut chiffrer des données à 6 gigabits par seconde. Je vous laisse imaginer combien de temps il faut pour perdre toutes les données d'un disque. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir réduire ce temps, le réduire au maximum. Et Mélanie parlait de stress pour les équipes IT. Bah, oui, du coup, pour répondre à la question précédente, en partie, il vaut mieux prévenir le DSI qu'il y a eu une tentative d'intrusion, qu'on a identifié le voleur au moment où il rentrait par la fenêtre, mais qu'il n'a pas eu le temps de faire des dégâts, plutôt que lui dire bah, « je suis désolé, maintenant on va essayer de tout restaurer pendant 3 semaines ». Bref. Et pour, je te rends la main. Pour continuer en fait sur cette notion de temps, donc et là on va plutôt être sur finalement de la vitesse et de la précision. C'est finalement donc pour faire encore un comparatif un peu plus clair sur des systèmes dits classiques et le MDR WatchGuard. Donc un temps de confinement, comme on l'a vu, est à peu près de 45 à 60 minutes. Et évidemment, voire plus, on est bien dans un minimum, donc je pense que là, ça va encore. Avec le MDR WatchGuard, on est à moins de 6 minutes. L'automatisation, dans un système classique, il est faible. Sur la partie MDR WatchGuard, on est quand même plus à du 90% des cas que l'automatisation soit faite. Les faux positifs dans un système classique, c'est quand même assez élevé. Dans un MDR WatchGuard, on est quand même à moins d'un faux positif par mois par client. Et comme on le répète là depuis quelques temps, la charge pour vous, les partenaires, dans un système classique, elle est quand même assez forte. Et finalement, avec le WatchGuard MDR, elle est quasiment nulle. Donc, pour finalement allier cette vitesse et cette précision, pour atteindre ces résultats que je viens de citer, en fait, c'est donc sur encore sur plusieurs points. C'est cette suppression de bruit de fond grâce à l'IA. L'IA filtre les événements non pertinents, comme on l'a dit, priorise les menaces réelles, ce qui fait qu'on a une réduction drastique de faux positifs entre 0 et 1 finalement. Donc, ça fait un gain de temps énorme pour vos équipes. L'automatisation intelligente, on revient encore avec le playbook automatisé pour le confinement, donc avec l'isolation, le blocage, les suspensions de comptes. Et notre IA avec nos outils pour une corrélation et une investigation ultra rapide. Et donc, évidemment, pour finir, avec des rapports assez complets et transparents que vous allez pouvoir voir pendant la démo de Jérémy. Et j'aimerais rajouter aussi une chose, c'est que si vous avez déjà un SOC, et finalement, on pourrait très bien voir comme 2 SOC qui se complètent. On pourrait compléter votre SOC, l'alimenter aussi encore plus avec nos alertes et pouvoir couvrir aussi également cette notion de 24/7. Donc en clair, voilà, le MDR WatchGuard, c'est la réduction, comme je l'ai dit, drastique de temps de réponse, de simplicité pour vous. Avant que les systèmes traditionnels, finalement, avant même qu'eux aient reçu l'alerte, finalement, avec le MDR WatchGuard, on l'a déjà bloqué l'attaque. Alors, il y a 2 questions auxquelles on va répondre maintenant parce que c'est l'heure, mais je n'ai pas oublié la question précédente, hein, on y vient. Question, mais si mon XDR est bien configuré, il fait de la remédiation 24/7, non? Bien sûr qu'il fait de la remédiation 24/7. Le XDR va exploiter plus en profondeur les télémétries de chaque produit que vous avez dans le XDR, que vous avez dans ThreatSync, d'accord, de façon à augmenter quelque part artificiellement les capacités de chaque produit en identifiant mieux, etc. Mais quoi qu'il arrive, produits EDR, Firewall, NDR, MDR, etc., enfin pas MDR, vos produits de sécurité accélérés par le XDR, ça reste toujours des éléments qui rentrent dans la catégorie détection de menaces automatisées.
c'est-à-dire qu'ils sont très efficaces, très rapides pour ce qu'ils sont capables d'identifier, mais ils ont une capacité de détection qui est limitée par leur code, par leur développement, et même dans le cadre de l'IA, si vous voulez. À la fin, qu'est-ce qui fait progresser les produits? C'est une partie l'expérience de l'IA, mais en grande partie, c'est le développement. C'est parce que les devs viennent donner de nouvelles informations à l'IA qu'elle peut apprendre à faire d'autres choses. C'est parce qu'il change son modèle, son dataset d'entraînement. C'est parce qu'il change tous ces éléments-là, qu'ils updatent les réseaux neuronaux, que vous avez de nouvelles capacités. Et encore une fois, tout ça est limité par le fait que vos produits soient correctement configurés. J'imagine que si je viens gratter à droite à gauche, je vais choper statistiquement, vous êtes 42, je vais bien avoir du bol et en choper un qui a un client où les choses ne sont pas correctement configurées, l'erreur est humaine, d'accord? Donc, quand tout va bien, le XDR et les produits, oui, ils font de la détection et de la remédiation automatisée 24/7, mais le sujet du SOC, c'est tout ce qui n'a pas pu être identifié. Et encore une fois, on ramène là l'humain. L'humain, c'est le créatif. On parle d'IA générative, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que l'IA crée beaucoup. Elle copie, elle extrapole, mais qui vient réellement créer de nouveaux contenus, des choses réellement nouvelles, c'est l'humain. Ce qu'on veut ici dans le SOC, c'est que mon analyste puisse se dire, tiens, cet enchaînement d'événements a une apparence de normalité, mais n'en a qu'une apparence. Et moi, humain, je comprends que ce qui est là, c'est une tentative de camoufler quelque chose de nouveau. D'accord? Typiquement, un zéro day. Okay, c'est dans ce type de cas. Donc, j'avais pris l'exemple du phishing dans mon exemple initial parce que c'est facile à représenter, que tout le monde la voit, cette attaque. Mais en réalité, ce sera probablement des choses plus complexes que ça. D'ailleurs, en parlant de phishing, la question suivante. Donc, dans mon exemple de phishing, le SOC ne va pas bloquer le compte Office 365, juste informer, exact, point d'interrogation. Eh bien, si, le SOC va pouvoir verrouiller. On va en parler dans l'intégration. Dès le premier niveau de licence du MDR WatchGuard, vous allez pouvoir, sans surcoût, connecter le tenant Office 365 de votre client pour que ces télémétries puissent alimenter le SOC, d'accord, et que mes analystes puissent verrouiller un compte utilisateur sans même parler de MFA. Ils pourront désactiver un compte utilisateur. Comment est-on informé de la désactivation d'un compte? Eh ben, on va en parler juste après de la communication, donc on va garder ça pour après. Et puis, est-ce qu'on peut expliquer la notion de playbook? Un playbook, en fait, c'est un scénario de réponse préétabli. On crée des scénarios, par exemple, pour répondre à une problématique de phishing qui a conduit à la compromission d'un compte Office 365. Le scénario de réponse idéal, quand on tape sur le panic button phishing avec compromission de compte Office 365, c'est désactiver le compte au 365 pour mettre un terme à l'exploitation du vol de ce mot de passe. C'est idéalement bloquer le compte utilisateur avec le MFA pour être sûr que l'utilisateur soit contraint de contacter l'IT et de changer son mot de passe. Et puis, dans un monde parfait, si on a des IP malveillantes et des domaines malveillants, venir les bloquer dans les produits réseau pour éviter que l'attaquant retente des choses. D'accord? Donc, on va créer un playbook qui correspond à cette situation décrite comme compromission d'un mot de passe par un phishing avec exploitation dans Office 365. Si mon opérateur il tape dessus, eh ben, ça vient réaliser toutes ces actions beaucoup plus vite que si mon opérateur devait aller accéder au XDR, renseigner une IP validée, 20 secondes, et puis renseigner un domaine validé, 20 secondes, etc. etc., etc. C'est ça un playbook, d'accord? C'est une réponse préétablie à certains contextes et mon opérateur a la capacité de déclencher ça comme une carte magique pour les plus geeks d'entre vous. OK? La question de la communication, puisque visiblement ça vous inquiète, et vous avez raison, il faut se poser la question, va dépendre de la notion d'urgence. On en reparlera dans la démo, il faut que je me dépêche un peu quand même. Il y a différentes échelles de temps en fonction de la criticité de l'événement. D'accord? Si mon opérateur voit une attaque échouer parce que le firewall l'a bloqué, parce que le DR l'a vu, parce que machin, etc., mais qu'il constate que vous avez un EDR qui est mal configuré, mon opérateur va envoyer un email au contact renseigné, va envoyer un email en heure ouvrée en disant sur ce compte-là, je vois que tel agent EDR, il a un statut qui n'est pas bon. Ce qui est intrinsèquement pas grave maintenant,
D'accord? On n'a pas d'exposition à des risques, on n'a pas de menaces, et vous devriez le savoir puisque vous avez le panneau des risques dans la console EDR et normalement vous avez reçu un email de l'EDR. Mais je vous le rappelle, attention, vous avez quelque chose qui est mal configuré ou il vous manque un patch critique dans un contexte où, même si ce n'est pas le cas chez vous, on voit que partout sur Internet, cette vulnérabilité est massivement exploitée par les attaquants. Donc là, on vous fait un message en heure ouvrée, par email, il n'y a pas d'urgence. D'accord? À l'inverse, à l'opposé strict du scope, vous avez l'intervention immédiate. D'accord? Où là, on identifie un événement critique. L'événement critique, c'est quoi? On reprend l'exemple du cambrioleur de Mélanie. Le cambrioleur, on l'a vu passer le mur du jardin, on l'a vu se faufiler dans l'ombre des caméras, et on l'a vu faire comme dans les films, découper avec son diamant, découper un cercle dans la glace. En vrai, un jour, j'aimerais essayer ça. Et il est en train d'ouvrir la fenêtre. Il n'y a plus de doute. On l'a identifié. On a la plaque d'immatriculation de sa bagnole. On l'a vu passer le mur d'enceinte. On l'a vu découper la fenêtre et on le voit en train d'ouvrir la fenêtre. Il n'y a plus de doute. Il est là, on le sait. Donc, ce qui va se passer, c'est que, numéro un, on isole la machine, donc on l'empêche de rentrer et d'aller plus loin dans son attaque. Et éventuellement, on bannit son IP et 3-4 bricoles optionnelles. D'accord? Mais on agit tout de suite et dans la foulée, on vous appelle. On n'est plus sur un email, on est d'abord sur un appel téléphonique. Et oui, cet appel téléphonique peut survenir à 4 heures du matin si vous nous autorisez à le faire. Pour répondre à la question un petit peu avant, est-ce qu'on informe le DSI? Est-ce qu'on informe le service technique du client? Est-ce qu'on informe le prestataire? En fait, c'est à vous de nous le dire. Le client a beau avoir un DSI, si le DSI il est comme dans la plupart des boîtes, tout seul, peut-être que vous, équipe IT, prestataire de services, partenaire ou adjoint, peut-être que vous êtes mieux à même de répondre que le DSI qui est tout seul et qui, en fait, quand il est malade, au fond de son lit, c'est la grippe en ce moment, ou qu'il est en vacances, etc., c'est pas lui qui va répondre à l'incident. Donc, on peut avertir le DSI. On peut même tout traiter avec le client final si vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous désengager complètement de cette relation, il n'y a pas de souci. Mais en première intention, je pense que le prestataire de service est un meilleur outil parce que le prestataire de service, il a plus de bras en général que le client, en général, et il a potentiellement plus de capacité d'action et parfois même, il a plus de capacité de compréhension des enjeux de l'infrastructure. D'accord? Donc, nous, on vous prévient immédiatement par téléphone, si on peut vous avoir, et si on peut vous appeler la nuit. Et quoi qu'il arrive, on envoie un email avec les éléments détaillés de ce qui s'est passé. Et puis, en parallèle de ça, vous aurez les rapports d'incidents, les rapports hebdomadaires, qu'est-ce qu'il faut faire à relativement court terme, quelles sont les attaques auxquelles vous êtes exposés, et puis les rapports mensuels, qu'est-ce qui s'est passé sur un mois, qu'est-ce qu'il y a à faire sur le long terme, et éventuellement les communications avec le TAM, le Technical Account Manager, avec qui vous pourrez discuter des sujets de fond, des axes d'amélioration, etc., etc., etc. Okay? Et donc, ça peut être vu avec vous ou avec le client. Mais en général, on voit ça avec le client, pas quand il en a envie, mais quand il a la structure pour répondre. Le DSI qui est tout seul, je suis désolé, mais ça reste une erreur que ce soit lui qui ait l'alerte. Il n'est probablement pas le mieux placé pour répondre, ne serait-ce que parce qu'il est tout seul. OK? Mélanie, comment est-ce qu'on déploie le MDR? Parce que moi, je ne sais pas faire, moi, je suis trop nul. Oui, bah ouais, non, dis pas ça parce Explique-nous. que je vais me servir de ta formation. Donc, Allez, on arrive à un moment fatidique. C'est le déploiement du MDR. Et comme vous avez pu le constater, c'est moi qui m'y colle pour vous expliquer ça. Donc, on va essayer de le faire le plus simplement possible. Et je vais essayer donc de m'inspirer de la formation que Jérémy m'a faite, qui était très intense, vous allez le voir. Donc, l'étape numéro 1, c'est se connecter sur son compte WatchGuard Cloud. Voilà, déjà, c'est une ouais, mais je n'ai pas mon mot de passe. Oui, alors là, on va peut-être pas rentrer dans les détails à ce moment-là, parce qu'en plus, on n'a peut-être pas le temps. Mais bon, on va contacter le cas, mais on va faire le nécessaire. L'étape ensuite numéro 2, parce que ça, c'est assez important, on active la case du MDR. Voilà. Et ensuite, pour finir l'étape numéro 3, on appuie sur le bouton démarrer. Et voilà, le MDR est activé. Donc, j'espère en tout cas que tout le monde a bien compris. Mais on est d'accord que c'est quand même très simple
assez rapide et que finalement, on n'a vraiment plus d'excuses à ce niveau-là. Et ça montre bien aussi que vous n'avez rien à faire et vous n'avez pas non plus besoin de staffer et de vous créer une cellule de cyber. Voilà. Ça c'est clairement pour répondre à ceux qui me disent parfois, ah, j'ai pas eu le temps d'activer le MDR. Comment ça, t'as pas eu le temps? C'était mon enfant, tu prendrais un coup de claquette. Voilà, c'est rapide et non, vous n'avez pas besoin d'un SOC. Alors, Mélanie l'a évoqué tout à l'heure, si vous avez un SOC et c'est cool, eh ben, c'est tant mieux pour vous. Mais peut-être que vous avez des problèmes à faire du 24, à faire du 24/7. Économiquement, en Europe, avec ce qu'on appelle le code du travail, c'est quand même pas hyper facile de faire du 24/7. Donc, éventuellement, maintenez votre service de SOC et c'est votre SOC qu'on va prévenir, c'est votre SOC qu'on va alimenter en alerte. Et comme ça va vous donner la capacité d'augmenter votre service. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous n'avez pas de staff, c'est pas un souci. On n'attend rien de plus de vous que ce que vous faites au quotidien. Au quotidien, si votre client subit une cyberattaque, il fait quoi? Il appelle le support ou son commercial, il gueule ou il pleure en fonction de son état de nerf. Et puis après, vous allez détacher du personnel technique pendant 1 heure, un jour, une semaine, un mois, un an pour réparer les dégâts en pétant au passage tout votre planning et tout votre prod. Bah, nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de staffer personne en plus et que quand il y aura une alerte, ce qu'on a vu juste avant, on va communiquer avec votre support. On va dire à votre support, chez tel client, il y a eu tel incident, on a isolé la machine, il faut fermer tel port du firewall, mettre tel patch, etc. Votre support va donc agir 15 minutes, sans panique, sans urgence, puisqu'on aura fait disparaître la notion d'urgence. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de péter le planning. Donc non, vous n'avez pas à staffer. On n'attend pas de vous que vous fassiez du SOC. On n'attend pas de vous que vous ayez des cyberanalystes. On va s'occuper de ce métier-là. Par contre, nous, ce qu'on ne sait pas faire, nous, on ne peut pas intervenir chez le client. Nous, on n'a aucune idée de l'impact que tel correctif Microsoft aura sur l'ensemble de l'infrastructure, etc. Ça, c'est votre métier et vous le ferez mieux que nous. On va faire notre taf, vous allez faire le vôtre et on va se parler. Vous allez voir, ça va se passer sans faire mal. Très bien. Quelle visibilité vous aurez? Je vais vous montrer. On va aller directement dans une console de SOC. J'ai des alertes, j'ai des événements. Et puis, on va voir ces éléments-là et vous allez voir les détections directement. Allez, démo. Alors, oui, quand il n'y a pas de problème dans WatchGuard Cloud, vous avez raison. Petit tacle, gratos, mais je l'ai mérité. Alors, ici, c'est mon navigateur Internet. J'ai un labo qui m'est prêté par un de mes copains de la péninsule ibérique. Merci Fabio, avant-vente chez WatchGuard. Et donc, on a ici une console WatchGuard avec une petite erreur. Voilà, comme ça, on peut rigoler. Ce qui va se passer, c'est que donc, vous allez vous connecter à WatchGuard Cloud. Vous allez mettre les licences et paf, oui, merci Frédéric, je te remercie de ton soutien. Vous allez mettre les licences MDR et en mettant les licences MDR dans le compte du client, vous allez avoir ce menu qui apparaît. Okay, c'est là qu'on vient faire l'intégration. Et ici, je vais mettre des éléments de contexte pour le SOC. Donc, le type d'industrie concernée, le type d'industrie de mon client, le nombre de sites concernés par la surveillance, on n'est pas à une vache près, le nombre d'employés. Alors là, je vais dire, on n'est pas à un utilisateur près, je ne compare pas les utilisateurs à des vaches. Est-ce qu'il y a des utilisateurs à distance? Ça change la perception de certaines télémétries, notamment dans les accès VPN. Le type de système d'exploitation qu'on peut rencontrer, le type de produit qu'on peut rencontrer, mais on ne vous demande pas un inventaire strict. D'accord? On vous demande des indications sur les matériels qui sont pertinents. Quels sont les firewalls, quels sont les switches, ou vaguement, c'est quoi le type de machine? Est-ce que c'est plutôt du Dell, du HP? Est-ce que c'est plutôt du Windows, etc. D'accord? Est-ce qu'il y a des machines qui nécessitent une attention particulière? Et là, ici, je pourrais venir cliquer là et venir sélectionner des machines de mon inventaire EDR. Okay? Plan de réponse, ça par défaut, c'est coché. On ne va pas se mentir, vous allez cocher ça. Il serait étrange, pour rester poli, de prendre un SOC, de le payer et de lui interdire de faire la remédiation à 4 heures du matin. D'accord? Ça n'aurait pas de sens. Donc, vous allez autoriser la remédiation. Vous avez la possibilité de faire des exceptions. Donc, indiquez que vous ne voulez pas que certaines machines soient remédiées. Alors, je comprends le sujet. Oui, mais si tel serveur est isolé, ça interrompt la prod. Ouais, mais si on veut arrêter tel serveur, en fait, on va peut-être interrompre la prod même pendant 48 heures, le temps que quelqu'un vienne s'occuper des problèmes de fond. Mais au moins, on ne va pas le perdre, le serveur. Alors oui, il y a toujours un risque de faux positif.
Mon conseil, si votre serveur contrôle une centrale nucléaire, hein, oui, peut-être qu'il ne faut pas l'isoler. Peut-être. Et c'est même pas sûr. Mais sinon, laissez-nous faire le travail pour lequel vous allez nous payer. J'enregistre et au moment où je clique sur enregistrer, vous allez avoir le démarrage du service. Okay, ça, c'est pour l'EDR dans la licence de base qui est MDR Core. Pour la configuration d'Office 365, il y a une KB WatchGuard qu'on pourra vous envoyer à la suite si vous voulez, mais sinon, vous cherchez WatchGuard MDR Office 365, les KB sont indexés dans Google et vous allez la voir. Et vous allez avoir un lien, vous allez cliquer dessus, ça va faire la validation des API, ça va nous donner accès au tenant Office 365, à ses télémétries et aux capacités de blocage des comptes. OK ? Ça roule. Dans le cadre où vous auriez non pas le DR WatchGuard, mais le DR de Microsoft, hein, le Microsoft Defender, le full, hein, pas celui de base de Windows 11, eh ben, vous aurez une intégration qui sera légèrement différente. Okay, l'intégration, c'est ça. C'est rien de plus à faire. Donc, c'est là 2 minutes. Vous rajoutez 5 minutes pour l'intégration d'Office 365 et c'est fait. Le résultat, ce sera quoi? Dans Surveiller Managed Services, je vais avoir accès au portail de défense. Le portail de défense, c'est ça. Ici, dans le dashboard, j'aurai les investigations et j'aurai des indications sur l'état d'efficacité de mon système. Ici, j'ai un taux de réduction de bruit de 99%. Donc, toutes mes télémétries sont bien ingérées. L'IA et les différents outils du SOC permettent bien efficacement de réduire le bruit de fond en réordonnançant les logs, en contrôlant les éléments, etc. Bref, on a plutôt tout qui va bien, ce qui nous permet d'avoir un temps moyen de détection et de réponse qui soit le plus faible possible. D'accord? En moyenne, 6 minutes. D'accord? Là-dedans, on pourra venir surveiller l'état des connexions. Est-ce que mes endpoints remontent? Est-ce que j'ai bien les communications de mes machines? Est-ce que mes machines sont dans le bon compte? Est-ce que j'ai activé le MDR au bon endroit? Et je pourrais surveiller les connectivités réseau, notamment les connectivités d'Office 365. Mais mon collègue a désactivé son compte là temporairement pour une démo. Mais sinon, ici, j'aurai la connectivité à mon Office 365. OK? Je vais revenir dans mon dashboard. Ça, c'est l'investigation. L'investigation, qu'est-ce que c'est? L'IA a sollicité un analyste pour que l'analyste se penche sur une suite d'événements. L'IA dit, ça sort du cadre. Ça sort du cadre de la stricte normalité. Et donc, mon threat hunter va venir ici, va récupérer les éléments, etc., etc., etc. Il va analyser les tenants et les aboutissants pour arriver théoriquement à un résultat qui est, oui, c'est normal, et donc je peux clore mon incident. Ça, c'est ce qui va se passer dans la majorité des cas. Okay, je clôt mon incident et ça vient enrichir les contextes de normalité de ce client. Dans certains cas, mon threat hunter pourrait avoir une question et donc il va ici mettre un message disant bah, j'ai besoin d'une information, je vois que régulièrement il y a des connexions vers tel domaine ou je vois tel programme qui a tel comportement, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Vous ou le client, en fonction de ce qu'on va décider, vous allez être notifié et ici on va attendre de vous que vous veniez lui dire en anglais, mais vous pourrez utiliser Google Trad ou DeepL, ça marche très bien DeepL, et vous allez lui expliquer ce qui se passe, vous allez valider. Mon threat hunter, ça lui donne un éclairage. Ici, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de risque. Ça vient ajouter de la normalité et tout va bien. D'accord? Dans certains cas, le fait de faire cette analyse nous conduit à identifier que cette investigation n'est plus une simple analyse, mais que ça relève d'une détection de menace. Et là, on va changer légèrement de dynamique. On n'est plus dans quelque chose de normal et d'anodin, on est dans l'identification de quelque chose. Alors, je n'ai pas grand-chose là. On va changer de période pour avoir plus de choses. On va remonter un peu dans le temps pour avoir plus d'événements. Et donc, on aura des choses un peu plus graves qui va charger. Et donc, ici, mon threat hunter, il continue son analyse. Il est arrivé à la conclusion que l'événement qui se produit, c'est dangereux. Et donc, il continue son investigation jusqu'à définir le niveau de criticité, source, destination des événements, etc. Ah bah, j'avais plein de trucs tout à l'heure. Ah, si. Ah bah, j'ai plus mes cas critiques. Bon, c'est pas grave. Ah si, je pourrais les filtrer. Je pourrais les filtrer là. Voilà, on va faire ça. Et donc, le niveau de criticité va déterminer la façon dont on communique avec vous. Un événement bas,
Bah, il y a une menace, mais typiquement, c'est un botnet, le firewall l'a déjà bloqué. Bon, bah, on ne va pas s'en inquiéter plus. D'accord? Ça n'a pas d'incidence. Medium et high, ça veut dire que l'attaquant essaye activement. Il se passe des choses, mais globalement, il n'y arrive pas. Donc, on va vous notifier par email. Attention, il y a tel et tel type d'attaque en cours. Ça et ça, ça bloque l'attaque en ce moment, donc il n'y a pas d'urgence. Par contre, assurez-vous que ça et ça se soit bien fermé. Et comme on sait que cet attaquant-là, on l'a vu essayer ailleurs et qu'il a essayé d'exploiter telle vulnérabilité, que chez vous, cette vulnérabilité, elle n'est pas patchée, et bien patchez ça vite au cas où il arrive à avancer. D'accord? Et donc, on prévient ou vous ou le DSI, peu importe, sur une échelle de temps, sur une temporalité globalement non urgente. Ça peut être traité en journée, hein. On n'a pas besoin de faire ça le week-end. Le cas critique, eh ben, le pirate est entré, hein. C'est le cas où il a découpé ma fenêtre et il est en train d'essayer d'ouvrir ma fenêtre. C'est ça le cas critique. Et c'est là qu'on va déclencher des choses. Et dedans, j'ai toujours le même genre de choses. D'accord? Qu'est-ce que mon threat hunter a vu? Quelles actions il a déployées? Quelles sont ses conclusions? Etc. etc., etc. Et c'est ça que vous allez avoir dans le SOC. Et encore une fois, nous n'avons pas besoin que vous soyez derrière cette console en permanence. On va vous notifier s'il y a un truc pour vous. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'un équivalent temps plein pour surveiller ça. OK? C'est clair pour tout le monde? J'espère. Il n'y a pas d'autres questions. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer là-dedans? Vous pourrez retrouver les rapports. Des exemples de rapports, si je ne vous en ai pas déjà fourni, envoyez-nous un message. On pourra vous fournir des rapports pour que vous puissiez vous donner une idée de ce qu'il y a dedans. france@watchguard.com ou se-france@watchguard.com. Et vous aurez des petits exemples là dans les brochures qui ont été mises en complément et disponibles au téléchargement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je pense que c'est tout. Ah, si je ne vous ai pas montré ça, vous, en tant que prestataire, vous aurez une arborescence ici qui vous permettra de passer de client en client. Moi, ici, j'ai qu'un seul client qui a du SOC, donc je ne peux pas passer, je n'ai pas un grand choix là-dedans. D'accord? Pas de questions? Alors, je reviens à ça. Conclusion. Conclusion. Le SOC doit vous faire gagner du temps. Arrêtez de me dire que vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps de gagner du temps. Le but du SOC, c'est de vous épargner la galère du coup de fil le week-end. Le but du SOC, c'est de vous épargner le coup de fil désagréable du lundi matin parce que le client chiale parce qu'il a tout perdu. D'accord? C'est à ça que ça sert. Accessoirement, de façon un peu plus vénale, ça vous permet aussi d'avoir une récurrence, ça vous permet d'avoir une meilleure rétention de vos clients, ça vous permet d'avoir une meilleure gestion de votre temps d'urgence avec vos équipes techniques. D'accord? Le TAM, ce n'est pas tout à fait un threat hunter. Le TAM, le Technical Account Manager, c'est quelqu'un qui comprend le threat hunter, qui comprend le cyberanalyste, mais qui saura parler en langage humain. Donc, voyez ça comme un avant-vente un peu plus technique. D'accord? Le temps n'a pas le temps pour le temps, pour ceux qui ont la ref. Okay, effectivement, celle-là, elle le fait. Et on verra qui a la ref. Le SOC a vocation à être là H24 à votre place. D'accord? C'est un enjeu stratégique et accessoirement, bêtement, hein, certains acteurs communs, alors je n'ai pas envie de les qualifier d'acteurs de la cybersécurité, ça m'ennuie, mais certains acteurs un peu orientés grand public ont tendance à faire la chasse à vos clients et proposer du micro-SOC à pas cher. C'est un bon moyen pour vous de perdre vos clients. Le SOC de WatchGuard vous permet de répondre à cette problématique dans des coûts qui soient tenables pour la PME. On peut faire du SOC des 1 poste. On pourrait déléguer complètement la réponse à un client dès lors qu'il atteint une certaine taille, qu'il a une équipe pour y répondre. On peut intégrer le DR de Microsoft si vous avez des cas particuliers, je pense notamment à des associations. On a la possibilité d'aller plus loin et d'intégrer tout ce qui est dans l'écosystème XDR de WatchGuard, donc tous les firewalls, etc., pour alimenter le SOC et aller beaucoup plus loin. On aura bientôt l'opportunité de faire de l'open MDR, etc. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous faciliter la vie et d'amener vos clients à plus de sécurité. Quand on vend PDR, on parle de service de threat hunting, ça se place où par rapport au MDR? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question, je te remercie, Frédéric. Effectivement, si vous regardez la fiche descriptive de l'EPDR, il y a une ligne threat hunting. Et ici, on parle de threat hunting et on parle de le faire payer en plus, mon Dieu.
WatchGuard, ce sont des monstres. Eh ben, en fait, c'est pas. La vraie différence, c'est l'échelle de temps. Le propre de l'EPDR de WatchGuard par rapport à la plupart de nos confrères, c'est que l'EPDR de WatchGuard marche globalement seul. Vous n'avez pas de recherche d'IOA à faire, vous n'avez pas de recherche d'IOC à faire, vous n'avez pas de levée de doute à faire, vous n'avez pas d'entraînement du modèle de l'intelligence artificielle à faire. Vous n'avez pas tout ça à faire. Pourquoi? Parce que la solution évolue toute seule pour un certain nombre de sujets et parce que nos threat hunters, au regard de l'expérience du SOC, viennent enrichir la solution automatiquement. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des playbooks. Il y a des playbooks en réponse, il y a également des playbooks en détection. Quand nos threat hunters ont pu identifier que tel et tel comportement que l'EDR ne savait pas identifier, qu'ils étaient parfaitement normaux et qu'on les retrouvait aux quatre coins du monde, eh ben, eux vont pouvoir venir enrichir l'IA utilisée dans le PDR. Alors, ils ne vont pas le faire à la seconde près, d'accord, puisque ces choses-là doivent être analysées, améliorées, optimisées et codées. Eux vont venir faire ça. Donc, vous allez avoir des updates quotidiens ou hebdomadaires que vous ne voyez pas, qui ne font pas appel à des bases de signatures, mais nos threat hunters font cette veille technologique à votre place. D'accord? Nos threat hunters vont venir intégrer de nouveaux IOA. C'est pour ça qu'on parle de threat hunting. Vous n'avez pas à faire ces choses-là. Et ils le font sur une période de temps qu'on va qualifier de longue, plusieurs jours. D'accord? Après une menace, vous avez un IOA qui apparaît des semaines après, et ben, vous n'avez pas à l'intégrer, eux vont s'en charger pour vous. Ce que les threat hunters vont faire, ce que les analystes vont faire dans le cadre du SOC, on est dans l'instantanéité, on est dans une course, une vraie course, puisqu'on ce qu'on veut, c'est réduire le temps d'action. On veut aller le plus vite possible. Donc, dans le MDR, ce qu'on fait, c'est réduire ce temps d'évolution de la solution pour avoir, si possible, de la quasi-instantanéité. J'espère que ma réponse était claire. A priori, on en a fini. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais rebalayer rapidement. Oui. Bah là, c'est bon, j'ai accès. On a parlé. Je reviens sur le fichier. Non, c'est bon. On a parlé des DSI. Si vous avez des questions, s'il y a des choses dont on n'a pas parlé là, c'est possible. Contactez-nous, france@watchguard.com, se-france@watchguard.com. Appelez votre CAM, appelez votre SE préféré. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si vous vous dites, je vais m'en occuper le mois prochain parce que je n'ai pas le temps, regardez le replay de ce webinaire, c'est que vous avez raté un truc. Vous avez le temps, nécessairement, vous avez le temps de le faire. D'accord? Si votre direction a des questions, si vos commerciaux ont des questions, renvoyez-les vers nous. On peut se planifier une réunion et il sera possible d'expliquer ces choses-là, donner des clés, notamment pour les commerciaux. Et en fin de réunion, un petit rappel, Jérémy, il y a les documents, il y a eu des documents qui ont été partagés. Une brochure, un MDR product, enfin voilà. C'est ça, vous avez les brochures qui sont téléchargeables là dès maintenant dans le panneau de GoToMeeting. La présentation, on pourrait, il faut que je vois, mais on doit pouvoir vous l'envoyer. Quoi qu'il arrive, vous allez recevoir le replay de ce webinaire, ce qui vous permettra de le revoir. Ça aura probablement plus de sens que le PowerPoint lui-même. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous voulez, malgré les fantastiques explications de Mélanie, si vous avez un doute sur le démarrage du MDR, contactez votre avant-vente préféré, contactez votre CAM préféré. Le CAM doit être capable de vous expliquer comment démarrer le MDR. Mélanie l'a fait très bien. D'accord? Donc, n'hésitez pas, ne restez pas seul. Comme d'habitude, appelez-nous et on en profitera pour regarder la conf de vos firewalls, la conf de vos EDR et la conf de vos XDR pour s'assurer que votre couche de détection automatisée soit correctement configurée. OK? J'espère que ça vous a plu. On a débordé un petit peu. Passez une très bonne journée. Lavez-vous les mains. Il y a la gastro et la grippe en ce moment. C'est de la sécurité. Protégez-vous. Si vous êtes malade, le pirate va essayer d'en profiter à ce moment-là. Donc, lavez-vous les mains. Faites attention à vous. Et puis, à bientôt. Merci à tout le monde en tout cas.